La situation à Djibouti, elle est débutante au niveau de la protection de l'environnement, mais il faut bien comprendre aussi que l'évolution se fait plus rapidement sur un temps aussi plus récent. C'est-à-dire que, pour m'exprimer plus clairement, par exemple, vous avez un ministère de l'Environnement qui n'a même pas une dizaine d'années. Mais par contre, la prise de conscience se fait plus rapidement que chez nous. Quand on compare, nous, l'évolution qu'on a eue par rapport à eux, on peut estimer qu'ils sont sortis très très vite de la brousse pour devenir des citadins à part entière dans un temps extrêmement limité par rapport à un Européen. La population, bien sûr, est beaucoup plus attentive aux projets de développement économique pur, parce qu'on va penser à l'emploi, on va penser à toutes ces choses-là. L'environnement viendra toujours après. Mais je suis assez confiant, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et nous, au refuge, on est peut-être un des seuls endroits dans le Djibouti où on peut palper ce que peut donner la protection de l'environnement. Donc ça intéresse le gouvernement. Et la démonstration par l'exemple, moi j'y crois énormément, et c'est un petit peu le but du refuge. C'est d'avoir un atelier très facilement accessible à un quart d'heure de la ville pour tous, le gouvernement comme pour les étudiants, comme pour les écoliers. Et ça, c'est notre plus grande force ici. Les principaux enjeux en termes d'environnement sur Djibouti, bien sûr il y a la mer, les réserves halieutiques, la pêche. Demain, si le gouvernement rétrocédait des zones de pêche à des Japonais ou à des gens peu scrupuleux qui nettoieraient les fonds, je pense que ça serait un vrai drame parce qu'on a là une réserve alimentaire très importante. On a aussi une grosse menace sur les nappes phréatiques. Imaginons que demain l'Éthiopie bloque de plus en plus l'eau qui se déverse sur Djibouti. Là, on aurait une véritable catastrophe parce que sans eau douce et sans réserve halieutique, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire, à part dépendre entièrement des autres pays. Je serais optimiste à 100% quand je verrai vraiment les premières aires protégées dignes de ce nom, avec des gardes forestiers, des choses comme ça. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'existe pas. Parce que le refuge, ça nous apporte beaucoup de satisfaction. On sait que malgré tout, c'est un petit îlot de verdure au milieu d'une zone quand même fortement polluée. Donc ça ne sera vraiment une réussite, je pense, que quand ça aura servi d'exemple et qu'on aura des milliers d'hectares protégés de la même façon. Pour comprendre la situation environnementale sur les côtes djiboutiennes, j'embarque avec Luc Poirier, un moniteur de plongée installé à Djibouti depuis 10 ans. Luc m'a invité à suivre ce groupe de touristes pour une journée extraordinaire à la recherche des requins-baleines. Direction le golfe de Tadjoura. Là, on est dans la zone où ils sont régulièrement du mois de on va dire, fin octobre à janvier. Luc m'avait promis que les requins-baleines seraient au rendez-vous. Il n'a pas menti. Les premiers ailerons à fleurs, on se prépare à plonger. On ne touche pas les requins-baleines, hein. On ne s'approche pas à moins d'1 mètre. Attention parce que si ils vous arrivent de face, ils ne voient rien, ils ont les yeux sur les côtés. D'accord ? Donc ne vous mettez pas face à eux. Autour de nous, des dizaines de requins-baleines. En respectant ces quelques consignes évidentes, on a le privilège d'assister à un balai majestueux. C'est magnifique. Oui, c'est magique, c'est ça. On peut un conte de fées. L'émerveillement devant le plus grand poisson du monde, entre 5 et 10 mètres en moyenne. Inoffensif, il se nourrit essentiellement de plancton. Les connaissances scientifiques restent limitées sur cette espèce menacée. À Djibouti, à cause du trafic maritime, certains requins-baleines portent les stigmates d'une rencontre douloureuse avec l'hélice d'un moteur. Il commence à y avoir de plus en plus de gens, de touristes, de choses comme ça. Donc automatiquement, la fréquentation augmentant, les problèmes aussi. Donc je pense que les autorités et puis les opérateurs sont conscients de ça et font attention et vont devoir de plus en plus réglementer cette zone. Les réglementations environnementales sont presque inexistantes à Djibouti. Luc a installé son club de plongée sur l'une des rares aires protégées du pays, les îles Moucha. Le ministère de l'Environnement le consulte régulièrement pour développer de nouveaux parcs marins. Un des atouts de Djibouti, c'était notamment tout sa côte et sa région littorale, qui avait une grande richesse, mais par contre qui est très très fragile, puisque c'est un petit écosystème. Et je pense que au niveau de Djibouti, tout le monde est quand même en train de se rendre compte qu'il faut le protéger et que c'est une des richesses de la République de Djibouti.
Une prise de conscience lente dans un pays où les initiatives sont isolées. À Djibouti, le combat pour l'environnement n'a pas réellement commencé. Je me réveille dans un paysage lunaire. Des centaines de cheminées calcaires, des sources d'eau chaude, une odeur de soufre. Voici l'une des merveilles de Djibouti, le lac Abbé. Ce décor s'est formé sous l'eau il y a plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, le niveau du lac diminue d'environ 4 cm par an. La cause se trouve sur l'autre rive, en Éthiopie. Un barrage y a été construit sur la rivière qui alimente le lac. Oumed a grandi dans cet étrange décor. Depuis quelques années, il constate le phénomène, impuissant. Maintenant, c'est un petit lac. Mais ça se voit que ça va diminuer, tu vois. Ça va disparaître un jour. Moi, je préférais que les lacs, les cheminées, tout reste comme ça, tu vois. Car au-delà du désastre écologique, il y aurait des conséquences économiques pour une région déjà touchée par la pauvreté. Nous avons des habitats de 2 places, de 3 places, de 4 places et de 5 places. J'ai passé la nuit dans ce campement créé par Oumed, un projet qui a permis d'attirer les touristes et de désenclaver cette région difficilement accessible. Une nouvelle source de revenus, une manière de sensibiliser les étrangers à la vie nomade. On préférait garder les tukul pour que les gens y dorment dans les tukul, tu vois, au lieu de faire des maisons en dire. On préférait que les gens ils disent qu'on avait dormi dans des petits habitats traditionnels, comme les nomades. Préserver le mode de vie des nomades, c'est tout l'enjeu du projet Noumed. Grâce aux revenus du tourisme et aux aides internationales, son association soutient cette population fragilisée par les problèmes environnementaux, la sécheresse et l'accès à l'eau potable. Sur le lac Abbé, on a les problèmes de l'eau, on n'a pas de forage, on n'a pas de puits. Nous, il y a longtemps, on avait fait un petit puits juste derrière le campement. Et tu creuses, tu ne trouves pas de l'eau. Si tu trouves de l'eau, c'est comme si tu as pris de l'eau dans le lac, tu vois. L'eau est salée. Oumed me montre l'une des 9 citernes qu'il a pu faire construire. Elles permettent de stocker de l'eau de pluie et d'offrir aux nomades une eau propre à la consommation. Sans ce projet, cette population serait complètement abandonnée. Comme il n'y a personne ici, tu vois, ici au lac Abbé, il n'y a rien. Tu vois qu'il n'y a que les nomades ici. En tant que le gérant du campement, c'est moi qui présente l'État ici. Et c'est pour ça que nous, on est les nomades. S'il y avait l'État, s'il y avait les chefs de poste, ça, c'était pas mon travail. En se lançant dans ce projet, sans en avoir véritablement conscience, Oumed est devenu l'un des pionniers de l'écotourisme à Djibouti. Mais sans volonté gouvernementale, il paraît bien seul face à l'immensité du péril qui menace cet étrange paradis. Je me trouve à plus de 150 mètres en dessous du niveau de la mer, dans une chaleur étouffante et un décor éblouissant. Une immense banquise de sel au cœur des traditions du peuple afar, l'ethnie majoritaire à Djibouti. Oumed, mon guide, tenait absolument à me montrer ce lieu, aujourd'hui menacé par un développement pas vraiment durable. En fait, il y a quelques années de cela, on croisait une trentaine de caravanes par jour. Tout ce qui descendait, qui remontait. Et en ce moment, on peut croiser une caravane une fois tous les 10 jours. Il y a une société américaine qui est en train d'exploiter les lacs massivement et accélérer la dégradation, la destruction des lacs. Avec la bénédiction du gouvernement, les chameaux ont laissé leur place aux machines de la compagnie Salt Investment. L'exploitation du lac n'a pas encore débuté, mais les installations commencent à défigurer la banquise. Je dois les filmer discrètement car le sujet est sensible. Oumed tente de recueillir des informations auprès des gardiens. Mais depuis son lancement, le projet se développe dans la plus grande opacité. Là, en fait, il y a quelqu'un d'ingénieur qui vient, qui fait des relevés. Il y a 5 réservoirs comme ça, en fait. La face visible de l'iceberg, c'est ce port minéralier en construction. Le lac à sal est simplement séparé de la mer par un volcan, un accès stratégique. Les bateaux pourront y charger le sel avant de faire route vers l'Asie et l'Amérique du Nord. L'or blanc y servira à saler les routes pendant l'hiver. Il prévoit pour le moment un bateau par semaine. Il passera par l'entrée du Goubet, du baie du Goubet. C'est trop serré, il y a beaucoup de vent. Et surtout, ces navires représentent une menace pour la biodiversité de cette région. Mais Salt Investment s'accapare le lieu sans état d'âme. En témoignent ces nombreux chemins désormais réservés aux camions de la compagnie. En fait, ils sont en train de tout privatiser, de marquer privé partout et rien pour les autres. Piste privée, lac privé, c'est un lac qui appartient à tout le monde. Mais pour combien de temps? Face à l'ampleur du projet, Oumed et les siens sont impuissants, condamnés à accepter la trajectoire prise par leur pays. Les lacs à sal, ça représente beaucoup de choses. Djibouti, c'est un petit pays de 23 000 km². Il y a les lacs à sal, il y a les lacs à baie, et avec les plongées sous-marines, il y a beaucoup de choses à voir.
Mais petit à petit, tout est en train de disparaître en fait. Pour les autorités djiboutiennes, l'écologie est loin d'être une priorité. Le gouvernement souhaite transformer le pays en Singapour de la Corne de l'Afrique. Un développement économique à marche forcée, un rêve fou qui pourrait rapidement se transformer en cauchemar environnemental.